Tu parlais de Jean Merlin. Tu as écrit un livre notamment, Oui, et dans lequel il fait une préface. Est-ce que oui. tu peux nous dire un peu plus de choses sur ce livre-là, Le pouvoir de la narration Ou magique, le pouvoir de la narration que tu as magique, apporté ici? voilà, que j'ai apporté ici, hein, qui est là, le pouvoir de la narration magique. D'ailleurs, sur la photo du livre, on voit, il y a Eve Hopska, la mentaliste du scarabée jaune. Je suis là avec le chapeau haute forme. Et puis, il y a Jean Merlin. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre-là, nous expliquer ta relation avec Jean Merlin, puisqu'il a participé un peu à l'élaboration de ce livre, et qu'est-ce qu'on trouve dans ce Dans ce livre-là? livre. Alors, c'est un livre qui me tient à cœur beaucoup, parce que moi, je suis un grand admirateur de Jean Merlin. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une forme de génie de la manière de faire. C'est un poète de la vie, des mots, de la magie. C'est beaucoup de cette poésie-là. Et j'ai fait avec lui une présentation où indirectement, je crois 4 ou 5 Magic History Day, le travail qu'il faisait sur l'histoire des magiciens. Puis après, je l'ai un peu convaincu de faire ces formations sur la narration magique. Au début, il disait oui, je ne sais pas si ça va intéresser grand monde, je ne sais pas. Et puis après, à force de les faire, il s'est aperçu que, Ça intéresse du évidemment, monde. c'était plus qu'intéressant, que c'était vraiment, il y avait une vraie écriture. C'est quelqu'un de modeste, Jean Merlin. C'est quelqu'un qui, voilà, ne voit pas à quel point il a apporté des choses au monde magique et à quel point c'est vraiment un poète. Moi, je pense que dans la magie, il y a une dimension de poésie de la vie qui est très importante. La magie, c'est une forme de poésie en action, si je puis dire. Et donc, dans ce livre, il y a tout le travail, une analyse du travail de Jean Merlin. Il y a des textes, d'ailleurs, de Jean Merlin qui n'avaient pas été décrits jusqu'à présent. Il y a des photos de Jean Merlin. Mais il y a aussi des analyses méthodologiques. Parce que, finalement, le livre qui part de ce personnage, ce volume 1, ça s'appelle « Sur les traces de Jean Merlin », c'est magie générale et magie rapprochée. Donc, en clair, c'est la magie de cabaret, la magie générale et le close-up, avec, en partant de l'étude du travail de Jean Merlin, qui est une base, de voir pourquoi ces routines sont efficaces, pourquoi c'est construit, comment il travaille, et puis comment il s'exprime. Il y a une chose qui est importante dans un texte, c'est les césures qu'on fait, les silences, les accentuations de mots, etc. Ça peut paraître des détails, mais c'est ça qui fait le style. Tu as décortiqué jusqu'à ce point-là Oui, oui, oui. Ah oui, on parle dans le livre de figures de style, on parle de pause, un temps de pause, 2 temps de pause sur les textes, il y a même des exercices à faire. Donc il y a toute cette base sur la construction et l'écriture, et sur le jeu, après, d'acteur. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'acteur? Il y a des pistes pour que l'acteur magicien. Il y a aussi un travail d'analyse sur d'autres magiciens, comme Darren Brown, Juan Tamaris, etc. Et de montrer comment ces gens-là sont aussi des acteurs, mettent en avant des personnages, et comment on peut avoir des méthodologies, des réflexions. Donc il y a tout ce travail sur, je dirais, la construction magique, la narration. Il y a beaucoup de méthodologie, beaucoup de travail là-dessus, sur le jeu d'acteur, sur la forme, sur le style. Et puis, il y a des routines qui sont des applications directes. Parce que ce n'est pas le tout de dire des méthodologies et des théories. Il fallait bien qu'après avoir appliqué, en observant principalement Jean Merlin, mais il y a aussi d'autres magiciens, en disant, voilà, ils s'y prennent comme ça, donc ils ont une méthodologie. On va essayer de montrer de la méthodologie, mais pour savoir si ce n'est pas une vue d'esprit, essayons de voir, d'appliquer. Et ces routines, il y a 5 routines de cabaret qui sont décrites. Il y a une routine qui s'appelle d'ailleurs la fortune assurée façon Merlin, qui est une structuration de routine de cabaret avec seulement un chèque de 10 000 € dans une enveloppe rouge et un jeu de cartes. Mais avec ça, vous pouvez avoir 5 spectateurs ou 1000, vous allez les embarquer dans une histoire d'escrocs, d'arnaques, etc. Et par exemple, c'est la démonstration de la méthodologie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après avoir conçu cet effet, nous, on a la chance
au Scarabée Jaune d'avoir un théâtre de 60 places, où on peut faire nos spectacles, eh bien, ça a été de rôder ces routines et de voir qu'elles fonctionnent et qu'avec, par exemple, dans cette routine-là, avec une petite enveloppe rouge, un chèque de 10 000 euros et puis un jeu de cartes, eh bien, on pouvait passer 10-15 minutes à fasciner les spectateurs, à les embarquer dans une histoire d'arnaque et d'escroquerie qui les fait rire et qui les fascine et qui les étonne. Bon, il y en a 5 comme ça. Il y a une quinzaine de routines de close-up, aussi des routines qui ont été créées dans d'autres circonstances, mais pour, par exemple, il y avait en Bretagne un château sur le thème un peu d'Harry Potter qui s'est fait, et il m'avait demandé de créer pour des comédiens des routines de close-up. Donc il y a quelques routines de close-up, mais qui sont faites pour des comédiens. Ça veut dire qu'il y a principalement une narration autour qui amène des éléments de misdirection, etc. Donc, dans ce livre, non seulement il y a ces éléments théoriques, cette méthodologie, mais il y a 5 routines de cabaret, 15 routines de close-up et un spectacle entier, un spectacle qui s'appelle Mystère, magie, énigme policière, d'un personnage qui est entièrement étudié, avec tous ses effets, son texte, etc., pour montrer finalement que l'application pratique de ces éléments théoriques. Parce que on est, alors surtout sous le regard de Jean Merlin, on est sur quelqu'un qui est très exigeant, et il a raison, sur l'efficacité. Et je veux dire, on ne baratine pas Jean Merlin. Il faut que ça soit efficace face à un public. Et pour montrer que c'est face à un public, il faut le démontrer. Faut, voilà. Oui, Montre-moi que ça soit efficace, quoi. Et pour que il valide un peu tout le travail qu'on a fait. Il fallait aussi qu'on puisse réavoir cette efficacité cabaret. Donc il y a ça principalement dans l'ouvrage. Il y a une annexe sur une dizaine de pages sur la misdirection pour montrer comment la construction narrative est un outil de misdirection. Donc voilà ce qu'il y a sur ces 460 pages, je crois. Oui, quasiment 500 pages. Enfin, il y a de quoi faire. Hein. Oui, il y a beaucoup de... Oui. C'est un beau bébé. Et là, tu as donné le contenu, mais pourquoi l'écriture de ce livre? Ça venait combler un vide, peut-être, dans la littérature ou... Alors, ça comblait un vide dans la littérature. Et puis, quand on a commencé à faire ces formations, alors donc on a fait des formations avec Jean Merlin, on a fait aussi des formations avec Céline Noulin sur le spiritisme, la magie, les narrations autour du spiritisme. On a fait des formations autour des thématiques d'hypnose, des thématiques avec Vovchka sur le mentalisme. D'ailleurs, là, bientôt, on va réattaquer une formation sur le jeu d'acteur pour le magicien. Eh bien, les gens qui venaient de former disaient, nous faudrait un outil. Et puis, on s'est dit, nous, on ne peut pas former tout le monde parce que la formation, c'est une forme de plaisir. Mais nous, on aime bien faire des spectacles, on ne veut pas faire que ça. Et donc, l'idée, c'est de tout ce travail pratique, de le mettre par écrit. C'est un gros boulot pour que, finalement, ça soit utile. Pourquoi aussi? Parce que moi, j'ai une conviction profonde. C'est une conviction profonde, ça depuis des années, et puis là, ça a été l'occasion de le faire, que le monde de la magie il est en train d'évoluer. On procède par étapes. Il y a 15-20 ans, la magie, elle était un peu ringardisée. Et puis tout d'un coup, il y a une renaissance de la magie. Il y a une renaissance... Tu saurais dire d'où est-ce qu'elle est venue? Elle est venue parce que de nouvelles méthodologies. On a commencé, moi, il y a 15-20 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait Théâtre et magie. J'ai fait que 500 exemplaires qui sont vendus tout de suite. Et c'était marrant parce qu'après, il y a des gens qui se sont dit, on a repensé nos spectacles grâce à ce bouquin. Et puis, il a été épuisé parce que, mon objectif, c'était pas de vendre ce livre. C'était d'un moment de montrer un peu l'expérience du Scarabée Jaune, si ça pouvait être utile. Et puis, je pense que les gens commençaient à faire des spectacles de magie, de mentalisme. On a de très bons spectacles de mentalisme où on a commencé à théâtraliser. Mais, il y a un mais, je crois qu'on est à un palier aujourd'hui. On est à un palier, et c'est tant mieux, parce qu'on a une prochaine, tous magiciens, étape à franchir. Le palier, on le voit principalement parce que... par exemple, à la télévision, on commence à ne plus voir de spectacles de magie. C'est vrai. Il y a eu des spectacles diversion. Il y a eu Victor Vincent qui a fait des... J'en discutais d'ailleurs hier avec Victor Vincent. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites à la télévision.
et qui ne se font plus. Et ça, c'est significatif des passages de palier. Ça veut dire qu'il y a de très bons spectacles, mais ça veut dire que nos spectacles commencent à nouveau se réuser. Il faut qu'on réoxygène tout ça. Et comment on va le faire? Et ça, c'est une étape importante. Parce qu'on n'a pas été, en tant que magicien, jusqu'au bout de nos capacités de narration. Un spectacle de magie, ça doit raconter quelque chose. Et quand, dans le monde magique, on va prendre conscience de ça, eh bien, on va faire un bond, parce que je suis à peu près persuadé que la magie, c'est un des arts les plus forts, plus que le théâtre, plus que le cinéma. Et pourtant, aujourd'hui, on est en dessous du théâtre, au-dessous du cinéma. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas raconter des histoires. On ne raconte pas des histoires, vraiment. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent des histoires. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on soit considéré comme inférieur au théâtre. Mais tant que les gens du spectacle n'auront pas vu un jeu d'acteurs correct, si je puis dire, n'auront pas vu des histoires racontées qui touchent profondément les spectateurs, ils ne nous prendront pas totalement au sérieux. C'est pour ça qu'on est encore dans l'entre-deux. Mais je suis persuadé qu'il va falloir faire cette étape-là et que certains magiciens, mentalistes en ont pris conscience. Il y a des gens comme Darren Brown qui ont fait un énorme travail là-dessus. Derek Del Gaudio, par exemple, a fait un travail énorme sur son spectacle et on s'aperçoit que voilà, on est en train de pallier, de passer un palier. Mais ça veut dire aussi que les magiciens qui n'auront pas pris conscience de l'importance de la narration vont être sur le palier. C'est-à-dire qu'il y a quelques années pour comprendre, mais à un moment, il y a des gens qui vont venir avec des spectacles de mentalisme, de magie parfaitement construits, des gens qui vont voir des routines, même des gens de close-up. En close-up, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un personnage, qu'il n'y ait pas une narration en close-up. On l'a vu, Eve Hopska, je reprends l'idée de la mentaliste, qui fait aussi du close-up en mentalisme. Et je peux vous assurer qu'elle amène les gens dans des narrations, dans des histoires. Son objectif étant de faire pleurer un peu d'émotion ses spectateurs. Elle les amène parce qu'elle commence à utiliser des techniques de narration, des techniques théâtrales qui amènent les gens dans une immersion. Et on va devoir tous le faire. Et c'est tant mieux. Parce que ça veut dire qu'on est obligé de franchir un palier. Et on va le franchir. Par contre, ça veut dire que se réinterroger sur la narration. Et ce livre, alors il est loin d'être parfait. Et je l'ai dit dans ce livre, des fois, on peut avoir l'impression d'avoir un ton professoral, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, ce livre, ce n'est pas du tout pour que les gens appliquent la méthode, les méthodes qui sont expliquées. C'est pour qu'ils commencent à se poser des questions et en découvrir des meilleures. Moi, si j'ai décrit des routines, c'est pas pour qu'on applique mes routines, on peut le faire, tant mieux, mais c'est pour qu'on fasse mieux. Je veux dire, un livre, c'est pas comme ça, il est un peu destiné à essuyer les plâtres, mais comme personne ne le faisait, personne ne s'y faisait, ce qu'on s'est dit avec Jean Merlin, personne ne le fait. À un moment, il faut bien qu'on le fasse, il faut bien qu'il y en ait les premiers à le faire. Alors, voilà, ça peut être imparfait, mais au moins, on aura essayé, quoi. Et du coup, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, à tous les magiciens, quels qu'ils soient, de close-up, de magie rapprochée, de cabaret. Et ce livre-là est la base, parce que toutes les constructions narratives sont dedans. C'est le premier volume, mais voilà. C'est les bases à la fois du jeu théâtral et des constructions. Voilà. Tu parles du premier volume, ça veut dire qu'on peut en attendre un deuxième ? On va en attendre où il y en a un deuxième là, qu'on a en préparation, qui est basé sur l'illusionnisme fantastique, le mentalisme et l'hypnose, et qui va amener dans la narration d'autres outils. C'est-à-dire que là, dans le premier livre, il y en a les constructions de base, les constructions narratives, les constructions qui nous rapprochent du jeu d'acteur, même si l'acteur magicien, c'est un jeu spécifique, c'est pas le jeu du comédien, c'est autre chose. Mais c'est un jeu d'acteur, parce que voilà, dès lors qu'on est sur une scène, on est un acteur, c'est comme ça. Par contre, dans le deuxième volume, on va avoir des choses qui sont plus spécifiques, qui sont des spécificités. Par exemple, les doubles réalités. Tout ce qui est sur la narration, sur les doubles réalités, sur les pré-shows, mais aussi sur la transhypnotique. Parce que le magicien, sa base, c'est l'hypnose. Ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais un magicien, c'est forcément un hypnotiseur.
C'est-à-dire que l'objectif du magicien, c'est d'amener le spectateur dans une transe. Alors, c'est quoi une transe? C'est pas forcément un truc invraisemblable. Je veux dire, quand on imagine très fort quelque chose, on rentre dans une transe. C'est-à-dire que, finalement, on entre dans son, dans son imaginaire, dans son immersion. Et c'est là, on s'ouvre à quelque chose de plus grand que nous, de plus profond, quelque chose qui vibre au fond de nous. C'est pour ça que, par exemple, moi, en tant qu'hypnothérapeute, je suis un raconteur d'histoire, je suis un artiste. Je ne dis pas que je suis... D'ailleurs, je n'aime même pas le mot hypnothérapeute, de plus en plus, je suis un hypnotiseur, je suis un raconteur d'histoire. Mais les gens qui viennent me voir le savent qu'ils sont un artiste. Mais la première chose que je leur dis, voilà, souvent les gens, ils vivent mal, ils sont stressés, ils sont angoissés, parce qu'ils sont prisonniers de leur propre histoire. Ils n'ont pas compris qu'ils se racontaient une histoire qui est négative, une histoire de vie. Parce qu'avec les mêmes faits, il y a des gens qui vont se raconter une autre histoire. Et l'idée de base, c'est de donner, l'hypnothérapie, c'est ça, par exemple, c'est donner la capacité aux gens d'être libres de se raconter l'histoire qu'ils ont envie de se raconter. Mais on comprend bien que l'histoire qu'on se raconte, c'est ce qui nous fait nous vibrer dans la vie, nos passions, nos rêves. Et la magie, ça parle principalement de ça. Mais pour ça, eh bien, on est obligé d'amener l'autre à une écoute. Et cette écoute, elle est spécifique. Cette écoute, c'est l'écoute de l'enfant. C'est l'écoute du merveilleux. Mais c'est l'écoute qui régénère. Parce que quelle est la force d'un enfant? C'est sa passion de la vie. C'est sa capacité à s'émerveiller face à une fleur. Rien, et... Voilà, face à un petit papillon. Et quelqu'un qui va mal dans sa tête, c'est quelqu'un qui s'est fermé à la vie, qui n'est plus capable de s'émerveiller de rien. Sa vie, elle est devenue terne, elle est devenue grise. Et quelque part, la magie, c'est la métaphore de ça. Il ne faut pas oublier que la magie au départ, la magie au sens large, pas l'illusionnisme qui est une forme de... mais on pourrait reparler de la tricherie sacrée, mais c'est encore une autre notion, c'est-à-dire le fait que certains chamans, etc., utilisent de la tricherie, mais pour guérir, parce que ça ouvre l'esprit. Eh bien, au départ, qu'est-ce que c'est que la magie? C'est principalement quelque chose qui sert à protéger ou à guérir. Il ne faut pas oublier cette fonction première. Alexandre Jodorowsky dit que le théâtre, ça doit être le théâtre de la guérison ou rien. Alors, attendons-nous, c'est pas parce que c'est un théâtre, il n'est pas thérapeutique, la magie, elle n'est pas thérapeutique. Non, mais il y a du vrai dans... Voilà, c'est simplement, quand on dit guérison, c'est au sens très large du terme. Ça veut dire que si, face à un spectateur, j'ai pas suffisamment de connexion avec lui, j'ai pas suffisamment d'amour pour lui. Jean Merlin dit une chose très intéressante, il dit, avant... je disais aux spectateurs aimez-moi. Et maintenant, avec l'expérience de vie, je leur dis je vous aime. Et un spectacle, c'est d'abord une connexion avec l'autre. C'est d'abord un espace où finalement, quelqu'un est accueilli dans un monde où on va le faire vivre, un monde de bienveillance. C'est ça, même si on le chahute un peu, mais ça doit être un monde de bienveillance. C'est pour ça que certains magiciens peuvent utiliser de l'humour, puis d'autres moins, mais l'humour doit toujours être bienveillant. Ça doit toujours... parce que tout ça, que ce soit l'humour, etc., ça amène une ouverture d'esprit. Et à la fin d'un spectacle, on doit ressortir, vivifier en disant « Waouh, c'est génial, quoi, c'est merveilleux, j'ai vibré ». Il faut du positif. Quoi. Voilà. Et chaque fois qu'on permet à une personne de vibrer au fond d'elle, on lui apporte du mieux. C'est ça qu'on appelle le théâtre de la guérison. Pas exagéré, mais parfois... ça a des conséquences étonnantes. Plus qu'on veut bien. Oui, moi je viens de terminer un spectacle qui s'appelle La Caisse. J'en ai fait quelques représentations. Et puis les gens ont dit de ce spectacle-là, c'est la première fois qu'on me dit ça, eh bien, que pour eux, ce spectacle-là, c'est un cadeau. C'est un vraiment compliment. Oui, c'est vraiment un compliment qui m'a touché. Parce que c'est vraiment l'intention que j'avais, quoi. Et ils m'ont dit ça. Plusieurs personnes m'ont dit, mais voilà, ce spectacle, c'est un cadeau. Alors, c'est un spectacle qui a une forme un peu particulière, qui utilise du mentalisme, de l'hypnose, puis raconte une histoire, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais tout ça pour dire que, principalement, dans ce spectacle, ce qu'il y a, c'est de la connexion avec l'autre. Et je crois que c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin du jeu d'acteur. Parce que le jeu d'acteur, c'est ce qui va me permettre d'être vrai. À un moment, d'enlever les masques sociaux. Dans la vie, on a toujours des masques. Et puis tout d'un coup, quand on se retrouve sur une scène, on est figé, on n'est plus nous-mêmes, on a peur. Tout nu devant... Voilà. Et on a peur, donc on se met des masques. Et le jeu d'acteur, c'est ce qui
m'enlève les masques sociaux et qui me dit à un moment, bah voilà, moi avec mes faiblesses, bah, je vais pouvoir être face à vous. Je vais pouvoir vous apporter le mieux que ce que je sais faire. Et à partir de là, j'ai plus peur de me tromper. J'ai plus peur d'échouer. Je veux pas arnaquer les gens. Je veux pas leur montrer que je suis performant, que je suis fort. Je veux simplement les faire rêver. Je veux simplement les faire vibrer. Je veux simplement du merveilleux. Et puis, si j'échoue, eh ben, j'ai fait du mieux que je pouvais, c'est pas grave. Et quand j'échoue et que je suis dans ce sens-là, eh bien, en général, il y a des grands applaudissements. Parce que tout d'un coup, les gens s'aperçoivent qu'ils ont face à eux un humain, quoi, et pas quelqu'un qui veut être un super-héros. Voilà. Il veut simplement leur rapporter. Et à partir de là, quand on a commencé à faire ça, d'abord, c'est un gros travail d'exploration de soi, parce que le jeu d'acteur, c'est d'abord accepter de se montrer face aux autres, face à nos faiblesses. Aussi, oui. Voilà, de dire des choses de nous. Pas facile, hein. Darren Brown, il a mis du temps avant sur scène de pouvoir dire des choses de lui. Derek Dalgaudio, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment, des gens disent des choses d'eux-mêmes. Et ça touche. Et ce qu'ils disent d'eux-mêmes, ce n'est pas forcément les choses les plus valorisantes. Mais c'est les choses qu'on a envie d'entendre. Et tout d'un coup, on se retrouve face à cette ouverture dans le merveilleux. Et ça nous touche. On s'identifie aussi à quelqu'un qui a des failles et on s'identifie à cette personne qui a des failles comme nous, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et tout d'un coup, voilà, on peut, ça nous fait. Il y a une connexion. Il y a une connexion qui s'établit par rapport à ça. Donc, tu as une anecdote Oui, à propos d'un magicien. D'un magicien qu'on a rencontré il y a quelques années. On était chez lui en Normandie, au milieu de sa forêt. Très belle région. Très belle région. C'est Dominique, le pickpocket. Dominique, le pickpocket, c'est sans doute l'artiste magicien pickpocket qui a eu le plus de succès aux États-Unis. Il a partagé sa loge avec Frank Sinatra. Il a connu toutes les grandes stars. Je crois qu'il a vu en live 30 ou 40 millions de spectateurs. Donc, c'est quelque chose. Pendant des années et des années. Et on l'a rencontré à la fin de sa vie. Moi, j'étais un peu avec lui partager des choses sur son numéro pour réétudier le numéro qu'il l'a fait vivre. Et en fait, on a étudié ce numéro point par point. Et Dominique, en fait, sur la transmission finalement de ses secrets, ça n'avait rien à voir avec ses techniques de pickpocketisme. Finalement, ce qui a fait son succès, c'est d'abord son personnage. C'est un personnage un peu marrant, ce personnage de rusé. Évidemment, on parlait tout à l'heure du personnage, son personnage de trickster. C'est ça qui a fait. Et puis aussi le fait qu'il provoquait les spectateurs. Et on analysait une vidéo et il m'a dit, tu vois là, ce spectateur, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur Internet où il y a un Japonais qui réagit beaucoup parce qu'il l'empêche de piquer son portefeuille. Et il bouge comme ça, le spectateur. Et il me dit, tu vois ça, c'est ça qui donne du théâtre, de la théâtralité. C'est le fait que lui, il ne veuille pas que je lui prenne son portefeuille, et je vais lui prendre quand même. Mais il dit, je ne sais pas si tu vois, mais il bouge. Et tu sais pourquoi il bouge? C'est parce que je le pousse. Donc, Dominique, là, il le faisait réagir. Il faisait semblant de mal piquer son portefeuille, si je puis dire, pour que l'autre y réagisse. Et là, on voit que ce qu'il faisait, c'est du suspense. Et que ce qui donnait la force à quelqu'un comme Dominique, c'est pas de montrer que c'était un parfait pickpocket, mais c'est de montrer que les spectateurs pouvaient réagir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était dans une aventure. Et que tout d'un coup, il faisait entrer les gens dans une aventure magique dont le résultat était aléatoire. C'était le suspense. Va-t-il réussir à faire ceci, faire cela? Et on a beaucoup parlé de toutes ces constructions et finalement, on s'aperçoit que son succès, c'est principalement du jeu théâtral, principalement des structures narratives, même si on ne les voit pas directement, même si c'est qu'un numéro de pickpocketisme, mais bon, il y aurait beaucoup à en dire. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que quand il a été dans la petite commune où il a terminé sa vie, il s'occupait surtout de forêt, etc., eh bien, il était au conseil municipal. Et puis, quand il est arrivé,
s'est proposé pour aller au conseil municipal. Il n'y avait pas grand monde à aller au conseil municipal, donc ils l'ont mis au conseil municipal. Et puis au conseil municipal, ils ont demandé, mais vous, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, monsieur? Et il a dit, mais moi j'étais pickpocket. Alors, tout le monde s'est mis à rire. Et puis il a arrêté là. Et il nous a raconté la chose suivante. Il a dit, ben voilà, en fait, ils n'ont jamais cru que j'ai été pickpocket. Et Dominique, qui a été peut-être l'artiste magicien, voilà, qui a eu peut-être le plus de succès aux États-Unis, l'artiste français, hein, j'entends, qui a eu le plus de succès aux États-Unis, eh bien, a terminé sa vie en s'occupant des arbres, parce que c'est ce qu'il aimait particulièrement, mais finalement en cachant le fait que c'était un grand artiste et que c'était un artiste pickpocket. Et on terminerait par là, parce que on a ça chez Jean Merlin, on a ça chez Dominique, chez beaucoup de grands artistes. C'est aussi que quand ils ont atteint un énorme niveau, il y a aussi beaucoup d'humilité chez eux. Et puis, C'est à ça qu'on reconnaît les voilà. grands. Et c'est ça aussi, dans cette humilité-là, qu'on voit que finalement, il y a de l'humanité, quoi. Et c'est pour ça aussi que ce sont de grands artistes.